La dernière organisation indépendante de la société civile encore active a été suspendue mardi. Ainsi en ont décidé les autorités qui avancent comme raison trouble à la paix et à l'ordre public. La mémoire de 17 soldats récemment tués dans le nord du Cameroun sera saluée vendredi. Le président Paul Biya a décrété à cet effet une journée de deuil national. Alors que le Libéria souffre d'une importante inflation, les centres hospitaliers du pays sont très endettés. L'incapacité de fournir de médicaments aux malades est un constat. C'était là le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La mémoire de 17 soldats récemment tués dans le nord du Cameroun sera saluée vendredi. Le président Paul Biya a décrété à cet effet une journée de deuil national. Reportage. Les 17 soldats ont perdu la vie dans la nuit du 9 au 10 juin dans une attaque de djihadistes de Boko Haram contre un poste avancé de Darak dans l'extrême nord du Cameroun. Cette nuit-là, ils étaient plus de 300 combattants de Boko Haram lourdement armés à avoir attaqué la localité de Darak. Des sources sécuritaires de la région avaient, pour leur part, fait état de 37 morts, dont 21 militaires et 16 civils. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, tient à rendre hommage à ces soldats morts au front. Vendredi donc, les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger. Même affaibli, le groupe Boko Haram reste très actif dans la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria. Dans l'ouest, le Cameroun est confronté à un violent conflit armé opposant forces armées et séparatistes anglophones. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement de ce groupe djihadiste dans le nord-est du Nigeria en 2009 et 1 800 000 d'autres personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Le président égyptien déchu Mohamed Morsi, décédé au tribunal, a été enterré mardi au Caire en toute discrétion et sous haute surveillance. Ceci après avoir passé près de 6 ans derrière les barreaux. L'ONU ainsi que les organisations de défense des droits humains et un député britannique ont réclamé une enquête indépendante sur la mort de cet islamiste de 67 ans, emprisonné par les autorités depuis sa destitution en juillet 2013 par Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'armée à l'époque et actuellement président de l'Égypte. Au Caire, l'enterrement s'est déroulé dans la nuit dans le quartier de Médina Nasr, bouclé par des policiers qui ont contrôlé chaque véhicule passant à proximité. Seule une dizaine de membres de la famille étaient présents, selon des journalistes. La prière funèbre a été faite à l'hôpital de la prison où il était détenu, a indiqué l'un de ses avocats. Après sa destitution par l'armée à la faveur d'une vague de manifestations, Mohamed Morsi a été poursuivi dans plusieurs affaires, accusé de terrorisme, d'espionnage ou de meurtre de manifestants, des charges qu'il a toujours rejetées. C'est lors d'une audience lundi au Caire consacrée à des accusations d'espionnage au profit de l'Iran, du Qatar et de groupes comme le Hamas à Gaza qu'il s'est effondré. Le tribunal lui a accordé le droit de parler pendant 5 minutes. Il est tombé sur le sol dans la cage des accusés et a été immédiatement transporté à l'hôpital, a indiqué le parquet général. Le procureur a été informé de la mort de Morsi durant sa présence dans une séance de son procès, a poursuivi l'institution. Le Parti de la liberté et de la justice de Mohamed Morsi, bras politique des frères musulmans, a parlé d'un assassinat, dénonçant de mauvaises conditions de détention dont le but était de le tuer à petit feu. En Jordanie, les frères musulmans ont estimé que les autorités du coup d'État contre l'ex-président sont responsables de la mort du martyr Morsi. En mars 2018, une commission britannique indépendante avait condamné le maintien à l'isolement 23 heures par jour de cet homme souffrant d'antécédents diabétiques et d'insuffisance rénale. La campagne électorale pour les élections locales du 30 juin prochain au Togo a été lancée le 14 juin dernier. Les différents candidats ont pris d'assaut leur localité électorale pour expliquer leurs motivations et les raisons fondamentales de ces élections qui n'ont pas eu lieu depuis plus de 30 ans au sud du pays, dans la commune du Lac 3. La princesse Pamela Tetevia a été au contact des populations des lacs samedi et dimanche dernier. Ferdinand Gari, notre correspondant à Lomé, était avec cette candidate. Voici son compte rendu.
Lancée le 14 juin dernier, la campagne des élections locales du 30 juin prochain au Togo, après 32 ans des dernières, se poursuit. Au sud, dans les localités des lacs, la liste des indépendants œuvrant pour le bien-être de la communauté au bec, conduite par la princesse Dédé Pamela Tetevia, était dimanche au contact des populations de la commune Lac 3 où elle est candidate. Ça s'est bien passé, on est bien abordé par la population. D'autres qui ne comprennent pas ce que c'est que les élections locales, comment ça se passe, de leur expliquer. Non, on a pris du temps, on a mis le temps. On est en train de faire une campagne à l'américaine parce qu'une fois arrivé dans un village, on sort des voitures et on continue à pied. Ça permet de rentrer en contact avec la population. Et ceux qui ont des questions à poser, que ça soit négatif ou positif, nous on est là pour répondre. On a essayé d'expliquer ce que c'est, comment il faut faire. Une première pour certaines générations. Plusieurs questions de compréhension ont été posées à la candidate de la commune Lac 3 de ces élections locales qui a déjà convaincu certains à porter leur choix sur elle le 30 juin prochain. On a souvent eu des élections présidentielles et législatives. C'est du nouveau pour nous. Jeunes et moins jeunes, c'est du nouveau pour nous. Donc, j'ai eu à demander certaines choses, à poser certaines questions sur la chose. Elle a expliqué, j'ai pris ma partie. Si on vote pour elle, elle va changer beaucoup de choses pour nous. Que cette fois-ci, les femmes aussi ont besoin d'être à la tête des choses. Et je suis d'accord et je suis ravie et je dois voter pour elle aussi. Plusieurs localités de la commune Lac 3 ont été parcourues samedi et dimanche par l'équipe de campagne de la princesse Dédé Pamela Tetevia qui est reconnue par ses actions sociales qui datent de plus de 10 ans dans le milieu selon des témoignages. Fuyant les attaques terroristes au Sahel, de nombreuses familles de plusieurs villages ont trouvé refuge à Ouagadougou. Dans leur fuite, elles ont juste eu le temps de prendre avec elles quelques objets. Après plusieurs jours de route, elles sont arrivées à Ouagadougou et logent dans des espaces vides, dans des écoles et des lieux de culte. Composées essentiellement de femmes et d'enfants, ces familles qui ont fui les tueries vivent des situations difficiles. Constat à Ouagadougou avec Claude Romba, notre correspondant sur place. Ces personnes ont fui les attaques récurrentes menées dans le nord du Burkina, principalement des femmes et des enfants recensés ici à Pazeni, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Il y a des convois qui viennent d'arriver, je viens d'être saisi au téléphone. Il y a au moins plus de 300, donc nous sommes à plus de 1000 déplacés présentement dans presque 5 sites. Ça c'est nonobstant les différents sites au niveau des ménages. Là où ils sont actuellement, là, c'est des zones à haut risque. Donc il va falloir quand même qu'on prenne des dispositions et des mesures fortes, surtout des mesures sécuritaires, afin qu'on puisse quand même trouver une solution rapide à ce phénomène-là. Des populations qui ont vécu l'horreur des massacres quasi quotidiens dans la zone nord du Burkina Faso, ils sont venus pour la plupart de Sergagui et de Arbinda dans la région du Sahel. Nous avons été témoins du massacre de plusieurs personnes, notamment des proches. Il n'y a pas longtemps, 4 personnes ont été enlevées et tuées sous nos yeux. Récemment, 13 autres ont subi le même sort. Cette dernière attaque a semé la panique dans le village. Nous sommes arrivés ici sans rien. Nous avons dû fuir au cours de la nuit. Sur ces sites de fortune installés, il manque du tout. Eau potable, nourriture et même de quoi s'abriter de la pluie ou du soleil. Il y a une absence de voirie. La nuit, imaginez ce qui peut se passer. Et les heures à venir ici, nous avons une pluie. Vraiment, ce serait dommage parce que... À Ouagadougou, certains déplacés ont retrouvé des familles pour leur accueil, d'autres sont hébergés dans des mosquées. Simeon Sawadogo, le ministre burkinabé de l'administration territoriale, a promis d'aider à la prise en charge des déplacés. Les attaques ont fait plus de 150 000 déplacés au Burkina, mais c'est la première fois que les habitants des localités visées décident de se réfugier à Ouagadougou. Je vous le disais en titre, la dernière organisation indépendante de la société civile encore active au Burundi a été suspendue mardi. Ainsi en ont décidé les autorités qui avancent comme raison trouble à la paix et à l'ordre public.
Le Burundi en crise depuis 2015 n'a pas fini de surprendre. C'est une ordonnance ministérielle qui a fait part de la suspension pour une durée indéterminée des activités de l'organisation Parsem qui milite pour une bonne gouvernance. Le ministre de l'Intérieur a affirmé que malgré plusieurs avertissements, Parsem s'est activé plutôt à ternir l'image du pays et de ses dirigeants dans le but de troubler la paix et l'ordre public. En effet, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités Parsem a lancé il y a peu une campagne décryptant la profonde crise économique que traverse le Burundi en donnant notamment des chiffres sur la pauvreté à l'opposé du discours officiel. À l'instar d'une dizaine d'ONG burundaises indépendantes qui s'étaient opposées au troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza, Parsem avait été suspendue en 2015. Elle avait été autorisée à reprendre ses activités quand son représentant légal avait accepté des conditions imposées par le pouvoir. Toutes les principales figures de la société civile du Burundi ont dû fuir le pays. Certains militants ont été assassinés, d'autres blessés. En 2018, un activiste avait été condamné à 32 ans de prison pour sa participation aux protestations contre le troisième mandat de Nkurunziza. Alors que le Libéria souffre d'une importante inflation, les centres hospitaliers du pays sont très endettés. L'incapacité de fournir de médicaments aux malades est un constat. Nous n'avons pas de médicaments. Les gens viennent dans cet hôpital. Nous devons leur dire d'aller acheter des médicaments. Ils vont, parfois, le temps qu'ils aillent à Baranga et reviennent avec des médicaments. Leurs proches sont déjà morts. Le deuxième hôpital du Libéria, Fébé, manque de tout, ou presque. Les patients y perdent la vie de façon banale. Le paludisme, le choléra et même les maux les plus simples emportent nombre de personnes. L'inflation galopante qui frappe le pays, plus de 22%, soit la quatrième la plus élevée du continent, n'épargne pas le secteur de la santé, déjà sinistré par l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016. L'hôpital Fébé, d'une capacité de 200 lits, doté de 7 médecins, doit répondre aux besoins des quelques 400 000 habitants de la province, sans compter ceux qui viennent des environs pour les urgences. Selon les statistiques de l'établissement, il accueille environ 500 patients par mois. Nous voulons que le gouvernement nous aide, qu'il nous apporte des médicaments, qu'il nous aide à améliorer notre hôpital central, parce que toute la région dépend de cet hôpital. Le problème, c'est la disponibilité des médicaments ici. Il ne s'agit pas vraiment du transport jusqu'au centre. Alors maintenant que nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel, que nous avons suffisamment de médicaments, nous devons tout mettre en œuvre pour faire en sorte qu'ils arrivent aux communautés dans le besoin. De plus en plus, les populations optent pour la médecine traditionnelle. Pour la ministre de la Santé, ces problèmes relèvent de l'héritage du gouvernement précédent. Les dettes se sont tellement accumulées que les fournisseurs ne veulent plus faire de crédit. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.